Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs. C'est une grande première pour moi. C'est une émission spéciale, une émission bonus. On va parler donc de Versailles, mais surtout de Marie-Antoinette et donc de son petit Trianon. Vous l'aurez donc compris les amis, aujourd'hui, eh bien je vous invite à écouter votre cœur et à vous plonger dans un récit à la fois historique et symbolique, mais aussi mystique et empreint de rêves, de poésie et de mystère. Un voyage qui, je l'espère, vous plaira en ma compagnie. Alors, avant qu'on débute l'émission, bien sûr, comme je vous l'explique, aujourd'hui nous allons donc non seulement ouvrir les portes autour des mystères et de l'histoire qui entoure le Versailles enchanté de Marie-Antoinette, mais nous allons aussi explorer magicalement et symboliquement ce que représente le jardin. Et donc un jardin est bien plus qu'une parcelle de terre. Il exprime l'extérieur de ce que nous sommes ou même rêvons de voir s'exprimer à l'intérieur de nous. Le jardin est un havre de paix dont les plus grands enchanteurs ont à cœur de s'occuper et de bichonner tout au long de l'année. Vous savez, un jardin, c'est comme votre jardin de sorcière également. Donc ça ne change pas au niveau du symbolisme, c'est à peu près pareil, va-t-on dire. Il est donc la représentation de ce que nous souhaitons être ou même de devenir. Il est le repos, la rêverie et l'enchantement de notre quotidien. Qu'il soit créé par vos soins ou même découvert lors de vos explorations pendant vos déplacements, il révèle toujours une intense émotion en nous. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir et de contempler la nature et le jardin qui vous entoure? Juste un instant, de vous poser et de vous laisser porter à la rêverie, à ressentir la brise du vent vous caresser le visage, ou même sentir les différentes effluves des plantes vous chatouiller le bout du nez de leur senteur magique. Entre les sons et les bruits des animaux ou même de la vie environnante à proximité, on ressent quelque chose d'assez subtil. J'aime particulièrement me poser au milieu d'un jardin et laisser la nature s'exprimer à travers mes sens. C'est un moment si précieux et si reposant, que cela soit dans mon propre jardin ou même dans un jardin que je découvre. Donc, avant que l'émission commence officiellement, je vous invite pendant cette courte pause musicale à vous poser ces questions. Quelles sont les émotions qui vous animent lorsque vous vous retrouvez dans un jardin? Appréciez-vous des films où le jardin est un élément central de l'histoire? Et quel type de jardin vous aimez le plus? Maintenant que les questions sont posées et que vous allez pouvoir réfléchir pendant cette petite pause musicale, nous allons donc entrer et plonger dans le Versailles de Marie-Antoinette. À tout de suite les amis. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Chapitre 1. Le jardin du petit Trianon. Pour débuter ce premier chapitre, je vous invite tout d'abord à vous plonger dans les jardins féeriques du petit Trianon. Conçus pour évoquer la nature sauvage dans un cadre contrôlé. Ces jardins étaient le royaume secret de Marie-Antoinette. Elle y déambulait souvent, perdue dans ses pensées, écoutant le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres. Chaque bosquet et chaque étang était une invitation à l'évasion, à la contemplation, mais aussi à la méditation. Ces jardins étaient bien plus qu'un simple décor. C'était le miroir de l'âme de la reine. Il existe un livre magnifique qui s'appelle L'herbier de Marie-Antoinette, écrit par Elisabeth de Feydeau aux éditions Flammarion, dans lequel nous découvrons à travers les paroles du roi Louis XVI la manière dont Marie-Antoinette a reçu en cadeau ce domaine des plus magiques. Et voici ce qu'il lui a dit. « Vous aimez les fleurs ?» aurait dit Louis XVI à la jeune reine. « Eh bien, j'ai un bouquet à vous donner. C'est le petit Trianon. » Marie-Antoinette investit alors pleinement l'ancienne propriété de Madame de Pompadour et transforma les jardins en un décor féerique. Je vous l'ai dit en début d'émission, pour comprendre un lieu, il faut d'abord se laisser porter par l'histoire et le récit de son créateur, puis plonger dans les différents symbolismes et laisser écouter son cœur nous montrer le chemin. Concernant ce livre, il vous offrira une panelle d'informations autour de la conception imaginaire du jardin et des plantes qui entourent ces jardins. Voici un petit résumé du livre. Partant de documents d'archives et du plan de l'architecte Richard Mick, Elisabeth de Feydeau a reconstitué l'herbier imaginaire qu'aurait pu faire la reine en parcourant son domaine et nous invite même à une promenade au cœur du petit Trianon.
Plus qu'un herbier, l'auteur nous plonge dans le XVIIIe siècle. Les espèces nouvellement découvertes, les anecdotes de la cour, les utilisations en médecine également, en parfum et en cosmétique de certaines essences y seront illustrées. Là, j'ai une petite pensée pour Isilionne. Je vous ai laissé dans le plan un petit lien qui vous permettra de découvrir ce livre. En parlant du concepteur du jardin du Petit Trianon, voici maintenant son histoire. Le jardin du Petit Trianon a été conçu par plusieurs architectes, paysagistes, très renommés de l'époque. Mais le plus influent parmi eux était bien évidemment André Le Nôtre. Cependant, il est important de noter que Le Nôtre était surtout associé au jardin de Versailles et à d'autres projets royaux de Louis XIV. Il est donc impossible qu'il ait directement été impliqué dans la conception du Petit Trianon, où vous êtes d'accord. En réalité, le jardin du Petit Trianon a été principalement conçu par l'architecte paysagiste français Ange-Jacques Gabriel, qui était également le responsable de la conception du bâtiment principal du Petit Trianon. Monsieur Gabriel a été influencé par les idées du mouvement artistique de l'époque, notamment le mouvement appelé rococo et le style néoclassique, ce qui a contribué à créer un jardin à la fois romantique et élégant autour du Petit Trianon. Bien que Monsieur Gabriel ait été l'architecte principal dans les jardins du Petit Trianon, d'autres professionnels de l'époque, tels que le jardinier Richard Mick, ont également pu contribuer à sa conception et à son aménagement. En fin de compte, le jardin du Petit Trianon fut le fruit du travail de plusieurs artistes et artisans très talentueux, chacun ayant apporté sa propre expertise et créativité pour créer un paysage enchanteur qui est devenu l'emblématique de l'ère de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette et son rêve de liberté. Pour comprendre pourquoi ce jardin est si particulier, il faut comprendre ce qui animait la reine à cette époque. La vie bien trop étriquée de la cour, l'étiquette imposée à chaque seconde de ses journées était pour elle des plus insupportables à vivre dans son quotidien. Lorsque l'occasion est arrivée de créer son propre lieu de repos, quoi de mieux que d'imaginer un lieu à l'opposé de ce qu'elle pouvait vivre ? Versailles et ses jardins droits, carrés, et dont l'homme avait pour objectif de ne laisser aucune tige se disperser, était aux yeux de la reine un jardin sans âme. La liberté, au sens littéral du terme, fut donc son choix. Quoi de plus naturel que de laisser la nature s'exprimer ? Un spectacle qui se formera sous ses yeux pendant 2 décennies. Les jardins du Petit Trianon étaient aménagés de manière à imiter la nature, avec des chemins sinueux, des bosquets d'arbres et des massifs de fleurs disposés de manière informelle. Cette disposition permettait aux visiteurs de se promener librement et de découvrir les vues à la fois pittoresques et féeriques aux moindres endroits où ils pouvaient poser leurs yeux. Une inspiration clairement récupérée des jardins anglais de l'époque. Je pense notamment à cette petite grotte cachée qui était parfaite pour retrouver en secret, sans se faire remarquer, un ami particulièrement proche afin d'y faire des confidences. Ce qui était fort judicieux, c'est qu'il y avait aussi une petite cascade d'eau qui entourait cette petite grotte et qui permettait donc d'étouffer les moindres mots prononcés à l'intérieur. Vous l'aurez compris, personne ne pouvait écouter ce qui s'y disait ou même voir ce qui s'y faisait. Et dans le petit plan que je vais vous laisser dans le OneDrive, vous allez aussi avoir à ce passage-là donc de mon plan et donc de cette émission, un lien qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur cette grotte enchanteresse. Concernant les lacs et les étangs, le jardin comprenait plusieurs lacs et étangs, créant des reflets apaisants et ajoutant à l'ambiance une atmosphère très romantique. Et ces plans d'eau étaient souvent bordés de plantes aquatiques et fréquentés par des oiseaux et des petits poissons, ce qui contribuait à la diversité éco-biologique du jardin. Déjà à l'époque, vous vous rendez compte ? Concernant les pavillons et les fabriques, le jardin était parsemé de pavillons en tout genre, des petites structures décoratives utilisées comme lieu de repos ou même de divertissement. Et ces constructions pittoresques ajoutaient également du caractère et du charme au jardin et servaient même parfois de décor pour des activités diverses.
Il y avait également dans les jardins du Petit Trianon, des ponts et des arcades qui permettaient en fin de compte de traverser les plans d'eau ou même les petits chemins. Le jardin du Petit Trianon comportait plusieurs ponts et arcades très élégants et ces structures étaient souvent décorées avec goût et avec soin en rajoutant une petite touche d'élégance à l'ensemble du jardin. Bien évidemment, on pouvait aussi retrouver des bosquets d'arbres et des haies taillées pour créer une sorte d'espace intime et des séparations visuelles qui ajoutaient donc de la profondeur et de la texture au paysage, tout en offrant des zones ombragées pour se reposer pendant les chaudes journées d'été. Ah, quand je vous dis en fait que ces jardins du Petit Trianon étaient juste magiques, rien qu'à lire les explications de ce que pouvait représenter visuellement ce lieu, je me dis mais waouh, ça devait être des plus magiques. Le belvédère. Comme nous l'explique le livre PDF que j'ai découvert sur Gallica BNF, page 195, il explique ceci. On se croit à 100 lieues de la cour. Cependant, la vue des environs de ce joli jardin est si bien aménagée qu'on dirait qu'on est à plus de 10 fois plus grand de ce qu'il n'est, en réalité. Les grands arbres du parc de Versailles en forme, sans la moindre régularité, en transmet un cadre précieux. La divinité, dont je ne dirai pas le nom, a l'air de régner sur une grande étendue de terrain qui ne lui appartient pas, comme elle règne sur ceux qui ne sont pas nés sous ses lois. Il y a peut-être de la magie dans le Petit Trianon. La magicienne, qui est en même temps une divinité, pourrait souhaiter des compliments plus précis. Les voici qui se pressent sous l'aimable plume. Je ne connais rien de plus beau et de mieux travaillé que le temple et le pavillon belvédère. Concernant le rocher, le rocher et les chutes d'eau feront un superbe effet dans quelque temps, car je parie que les arbres vont se presser de grandir pour faire valoir tous les contrastes de la bâtisse, même d'eau et de gazon. La rivière se présente à merveille, dans un petit moment de ligne droite vers le temple. Le reste de son cours est caché ou vu à propos. Quant aux massifs, les massifs sont bien distribués et séparent ces objets qui seraient trop rapprochés. Il y a une grotte parfaite, bien placée et bien naturelle. Les montagnes ne sont pas des pains de sucre ni de ridicules amphithéâtres. Il n'y en a pas une qu'on ne croirait pas avoir été là du temps de Pharamond. Donc ça, vous voyez, ce sont des descriptions que l'on retrouve dans le PDF, donc le Trianon de Marie-Antoinette, que j'ai découvert sur Gallica BNF. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Là, on a vraiment des extraits de retranscription de l'époque, quand il découvrait le Petit Trianon à l'époque de Marie-Antoinette. Et rien qu'à la lecture de ces 428 pages, je suis encore émerveillée. Donc là, je vous ai fait un petit extrait, bien évidemment, mais imaginez tout ce que l'on peut lire à propos de ces jardins créés par Marie-Antoinette à l'époque. Donc je vous rassure, ce PDF sera bien évidemment dans le lien OneDrive et j'ai même surligné les passages que je trouve les plus enchanteurs. Certains passages d'ailleurs également que je vous décris dans l'émission, mais vraiment, franchement, allez lire ce livre si vraiment vous intéressez au Petit Trianon notamment et au jardin du Petit Trianon, à l'enchantement donc de Versailles version Marie-Antoinette. Je pense vraiment que vous allez adorer ce livre. Et je peux pas me lasser de continuer à vous donner quelques petits extraits parce que je trouve que c'est tellement beau à entendre et à lire. À un moment donné, ça dit ceci. Les jardins sont délicieux, surtout la partie anglaise que la reine vient de faire arranger. Rien n'y manque. Les ruines, les chemins contournés, les nappes d'eau, les cascades, les montagnes, les temples, les statues, enfin tout ce qui peut les rendre variés et très agréables. La partie française est dans le genre de Le Nôtre et des quinconces de Versailles. C'est beau. J'adore ce livre, vraiment. C'est pour moi l'un des plus merveilleux livres qui retranscrit visuellement l'émotion que les gens ont en découvrant le Petit Trianon à l'époque où Marie-Antoinette l'a mis en place. Donc dans ce livre, bien évidemment, il y a plusieurs chapitres, il y a le boudoir, il y a le hameau,
voilà, je vous le laisse dans le PD, dans le OneDrive, et je vous laisserai franchement découvrir tout ce qu'il y a de plus beau autour de tout ça, parce que sinon l'émission va faire 10 heures. Hein. Si je lis tout le PDF, l'émission va faire 10 heures. Donc on continue. Je vais quand même vous préciser des petites choses concernant ce PDF avant qu'on continue, parce que c'est quand même assez important, vous le verrez, hein, je le mettrai dans les sources. Mais en fait, donc ce livre fait 428 pages, donc il s'appelle que je vous dise pas de bêtises, Le Trianon de Marie-Antoinette, voilà. Et surtout, vous verrez donc page 149, donc il y a l'histoire de Monsieur Richard Mick, l'architecte du Petit Trianon, avec une illustration qui le représente. Page 168, on découvre aussi qu'il y avait des bois de senteurs spécialement positionnés dans les allées des jardins pour y sentir une certaine ambiance en se promenant. Donc c'est quand même assez unique pour l'époque. Il y a aussi toute une partie autour du temple de l'amour qui se trouve en fin de compte, qui se trouve à l'époque sur une petite île entourée d'eau. Donc page 169, on nous explique comment elle souhaitait que ce temple soit agrémenté. Et donc ce magnifique édifice dédié à cette divinité de l'amour notamment a été mis en place. Et on peut aussi voir des pommiers et des rosiers qui ont été plantés. Donc ce qui est quand même un fort symbolisme, je trouve. Et donc, page 175 dans le livre, on nous développe toute la partie du belvédère où se trouvent en fait 4 couples de sphinx de pierre qui gardent les lieux. Et en fait, ils représentent aussi ainsi le symbolisme des 4 saisons et puis en symétrie, la représentation des 4 éléments. Donc, vous voyez à quel point ces jardins du Petit Trianon sont juste hallucinants. Ne serait-ce que par le symbolisme même de ce que souhaitait la reine de France à l'époque pour la création donc du Petit Trianon. Donc on continue maintenant pour la suite. Concernant les animaux, eh bien à l'inverse de la ménagerie royale de Louis XIV qui est située plus au sud, donc du domaine, eh bien il accueillait à l'époque effectivement des animaux exotiques et sauvages, alors que dans celle du Petit Trianon, c'est plutôt réservé à des volatiles de basse-cour et plus ordinairement, eh bien aux poules, aux pigeons, aux faisans, qui forment une majorité de ces espèces, mais il y avait aussi des cygnes, des canards, des moutons et des vaches qui s'y côtoyaient. Ça devait être trop beau. Bref, ensemble, ces caractéristiques faisaient de ces petits jardins du Trianon, eh bien, un lieu de beauté naturelle et de tranquillité, offrant à Marie-Antoinette et à ses invités, eh bien, un refuge idyllique loin de l'agitation de la cour de Versailles. Et donc, les jardins entourant le Petit Trianon étaient un exemple magnifique, eh bien, du style paysager en vogue à l'époque. Contrairement aux jardins formels et géométriques de Versailles, ces jardins étaient donc conçus pour ressembler eh bien, à des paysages naturels avec des éléments eh bien, romantiques et pittoresques pour l'époque. En résumé, eh bien, le Petit Trianon était un cadeau du roi Louis XVI à Marie-Antoinette. Il fut construit entre 1762 et 1768. Marie-Antoinette l'a officiellement habité, eh bien, le 6 juin 1774. Car avant, eh bien, il appartenait à l'ancienne favorite de Louis XV, qui était Madame de Pompadour. Et donc ce domaine a été conçu comme un lieu de retraite privé pour la reine, et donc Marie-Antoinette a joué un rôle actif dans la conception et l'aménagement du Petit Trianon, reflétant eh bien son goût pour l'art, l'architecture et la nature. Pour Marie-Antoinette, le Petit Trianon est devenu un lieu où elle pouvait vraiment échapper aux rigueurs de la vie à la cour et exprimer sa pleine et véritable personnalité. Elle y organisait donc des fêtes somptueuses, des représentations théâtrales et des réceptions dites intimes. Le Petit Trianon est devenu donc un symbole de l'indulgence, mais en même temps de l'extravagance associée à la reine, ce qui a contribué hélas à l'animosité populaire envers elle pendant la Révolution française. Vous verrez dans le plan, je vous ai également laissé un petit lien qui est issu en fin de compte du site châteaudeversailles.fr, dans lequel on répertorie tout ce qu'il y avait donc dans ce Petit Trianon, et notamment vous avez tout le parcours également qui est associé à ce lieu magnifique. Ce qu'on pourrait conclure effectivement en découvrant tout ça, c'est qu'en laissant exprimer sa véritable personnalité, nous pouvons, comme Marie-Antoinette, créer des lieux tout aussi féeriques
et à notre image surtout. Voyez, quand on dit, quand on explique dans cette émission que effectivement ce lieu était la représentation même de sa personnalité, elle pouvait être elle-même dans le Petit Trianon, et elle a créé et conçu ce lieu à son image. Eh bien, on peut effectivement en percevoir émotionnellement les mêmes clés symboliques autour de la conception d'un jardin. C'est-à-dire, eh bien, créer son propre jardin, c'est pouvoir créer sa propre personnalité également, pouvoir faire exprimer sa propre personnalité. Ce qui fait de ce lieu un lieu si particulier, parce que c'est qu'au dire de bon nombre de visiteurs, on ressent quand même toujours l'empreinte de Marie-Antoinette là-bas, comme si elle n'était pas totalement partie en fin de compte. Et c'était aussi sa manière peut-être de représenter le jardin d'Éden ou même du paradis. Un lieu dans lequel on peut être soi-même, eh bien c'est possible, comme peut l'être le Petit Trianon. Donc on peut aussi sans doute percevoir à travers tout cela différents symbolismes psychologiques et émotionnels. Nous sommes tous des créateurs et chaque jour nous pouvons créer notre vie, soit en la transformant de manière magique, soit en la rendant affreusement pénible. Le fait de prendre conscience que nous avons entre nos mains des clés pour vivre de l'enchantement et donc de retranscrire notre propre vision du paradis sur terre font de nous des êtres humains pleinement conscients de nos capacités à générer dans la matière un havre de paix comme a pu le faire Marie-Antoinette. Et donc, quelque part, de trouver les clés de notre propre bonheur pour vivre une bien meilleure existence. Donc, nul besoin d'être riche, adulé ou même célèbre pour être heureux. Il faut simplement, à mon sens, savoir faire preuve de créativité et de volonté pour que chaque jour qui nous est en fin de compte offert soit un précieux cadeau en fin de compte de la vie et en profiter pleinement. Pour conclure cette première partie d'émission, et avant que je ne lance la pause musicale, je vous invite à vous poser ces questions en vous. À quoi pourrait ressembler notre propre paradis? Et comment le créer sur terre, afin de faire rayonner l'enchanteur qui est au fond de nous? Après la pause musicale, nous allons explorer en détail les différents symbolismes et archétypes qui entourent le jardin. Puis en dernière partie, nous partirons dans les mystères étranges du paranormal qui entoure le Petit Trianon. Car à en croire certains témoignages, ce lieu est chargé d'esprit. Je vous dis à tout à l'heure après la petite pause musicale pour la suite de l'émission. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Chapitre 2. Le jardin et ses mystères. Le jardin est le centre le plus intime de l'âme. C'est ce que l'on peut lire, page 617 du livre de Jean Chevalier et d'Alain Guirbrandt, Dictionnaire des symboles, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs et nombres, aux éditions Robert Laffont. Mais ce n'est pas tout. Dans ce même livre, page 616, on peut aussi lire ceci. Dans la civilisation amérindienne, le jardin était conçu comme un résumé de l'univers. Dans le petit plan que vous aurez, forcément si vous le demandez, vous aurez des liens, différents liens, qui vous inviteront à découvrir plus en détail comment les peuples amérindiens vivaient et percevaient le jardin dans leur rite initiatique, mais également dans leur rite magique et dans leur rite du quotidien. Et c'était très intéressant, je voulais vraiment mettre ça en avant, parce que c'est en faisant des recherches que j'ai découvert ces liens-là, et donc notamment vous verrez donc les jardins autochtones, hommage au peuple Algonquin, et Anishinaabe, c'est pas facile de prononcer ces mots. Et vous allez aussi avoir un lien qui s'appelle espacepourlavie.ca qui nous expliquait comment étaient créés les premiers jardins des Premières Nations, donc des autochtones et notamment des Amérindiens. Donc la confection d'un jardin représente un sens important dans leur cœur. On peut même découvrir sur un site spécialement dédié à la création d'un jardin autochtone avec une explication mystique qui fait que le jardin est un haut lieu de sens et de magie. Et dans ce site-là, on peut lire ceci. Dans le cercle de vie, 4 esprits sacrés, symbolisés par des animaux, représentent les 4 points cardinaux. Chaque direction est porteuse de sens. Et ensemble, elles incarnent les 4 grandes forces naturelles et puissantes qui correspondent aux saisons et à leurs attributs. Ça ressemble quand même à quelque chose qu'on fait nous régulièrement quand on fait des rituels. Je ne sais pas ce que vous en pensez, notamment quand on trace le cercle. Donc voici ce qu'ils expliquent.
L'esprit de l'Est, c'est le réveil de la nature, le printemps de la vie et les découvertes donc de l'enfance. L'esprit du Sud, c'est le midi de la vie. La lumière est donc à son zénith, et l'été étale ses splendeurs. L'esprit de l'Ouest, signifié par l'automne, est donc le temps des épreuves avant l'acceptation de la vieillesse. Quant à l'esprit du Nord, eh bien, il est associé à l'hiver et nous rappelle la fin du cycle de la vie et donc le retour à la terre-mère. Ce que vous venez de découvrir est une représentation de la création d'un jardin inspiré par le peuple amérindien. Leur manière de percevoir et donc de faire vivre l'esprit d'un lieu est tout aussi beau et magique. Imaginez donc comme cela pouvait avoir du sens pour ces peuples vivant si près de la nature. Un autre élément très important à tenir compte dans un jardin est le bassin d'eau. Oui, il y a souvent un bassin d'eau et il représente symboliquement, le miroir. Si vous croyez en la divination et que vous faites de la divination, vous savez ce que représente un miroir. Dans certaines versions de la cosmologie, le jardin était donc décrit d'une grande beauté, créant ainsi un univers qui possédait 4 côtés, dont en son centre était positionnée une énorme montagne. Et pour certains d'autres, c'était un arbre de vie majestueux qui représentait l'essence même de la vie et de l'abondance, permettant ainsi à la faune et à la flore de se développer naturellement et donc de vivre ensemble en harmonie. Vous l'aurez compris, mes très chers enchanteurs, le jardin est donc une rêverie du monde, nous transportant hors du temps, dans lequel la flânerie et les rêves peuvent prendre vie. Dans plusieurs religions, on décrit donc le jardin comme étant le paradis, le jardin d'Éden, un lieu même de l'au-delà réservé à certains élus. Des élus qui, à en croire les mythes et les croyances qui entourent ces religions, en font des êtres immortels. Lorsque l'on s'intéresse ou que l'on s'interroge sur un lieu particulier dont notre cœur fait écho, où il y a un sens qui nous émeut, c'est très intéressant d'aller découvrir déjà l'histoire, l'origine, le créateur de ce lieu, mais aussi pourquoi tout ça a un sens en nous. Qu'est-ce qui fait que ça a un sens en nous? Qu'est-ce qui fait que ça nous émeut autant que ça? Et le fait de s'intéresser au symbolisme d'un jardin, par exemple, pour essayer de comprendre l'atmosphère, en fin de compte, du Petit Trianon notamment, je trouve que ça donne tout son sens et ça peut permettre d'avoir une autre clé psychologique et émotionnelle quand on s'attache à un endroit particulier. Et oui, Amy, hein? Il y a Amy qui me rejoint là pour l'enregistrement de l'émission. Ça veut dire qu'elle est d'accord, hein? Donc, on va continuer, Revenons-en nos petits moutons. Le jardin est le symbole du paradis sur terre. Ou alors, on pourrait dire, le jardin est le symbole du paradis sur terre. Il faut savoir que les jardins ont toujours existé, et notamment dans les mythologies antiques, on évoque souvent les jardins comme idylliques et naturels. Par exemple, on a dans la mythologie grecque le jardin des Hespérides, je sais pas si vous connaissez, c'est un des jardins les plus plaisants qui soit, et quand on lit tout ce qu'il y a autour de ces mythes-là, on est juste transformé et chamboulé. Et c'est aussi des lieux où sont souvent associés la fertilité. Alors c'est vrai que je ne vous en parle pas cet après-midi dans cette émission, mais au niveau masculin, le jardin est associé à la fertilité au niveau de la femme. Il y a une représentation féminine du jardin pour l'homme. Voilà. Et pour la femme, le jardin est plutôt associé symboliquement à ce qu'elle est à l'intérieur d'elle et ce qu'elle souhaite faire retranscrire à l'extérieur. C'est très 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 étrange d'ailleurs de voir ces deux petites subtilités qui s'opèrent si on est un homme ou une femme. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir votre retour à ce sujet. Vous, en tant qu'homme, que représente pour vous le symbolisme même du jardin? Et en tant que femme, que représente pour vous le symbolisme du jardin? Vous verrez, en fin de compte, les retours ne sont pas forcément les mêmes, ou ne sont pas forcément celles que l'on pense qu'elles soient. Ça, c'est dingue. Dans la religion, la Bible accorde également une grande importance au jardin. Vous le savez, on en a parlé, le jardin d'Éden, le paradis, etc. Et donc, le jardin d'Éden est un lieu fondamental qui représente à la fois le paradis sur terre et le péché originel. Alors, peut-être qu'il y a un lien, une symbiose qui pourrait s'entourer autour de ça quand on pense à la vision de l'homme et du jardin et de la femme et du jardin. Ainsi, le jardin d'Éden symbolise à la fois donc la plénitude et la désobéissance. Oui, ma petite pupuce.
Oui, ma chérie d'amour. Elle s'allonge là, voilà. Elle est devant mon ordinateur. Elle s'étale. Je vais laisser ce morceau. Oui, je vais laisser ce morceau. C'est intéressant de voir ma petite Amy magique s'intéresser au symbolisme du jardin et écouter ce que j'ai à dire également. Bref. Allez, poussière d'étoiles. Hein, Amy? Donc, je disais quoi? Donc, oui, en effet, le Jardin d'Éden est un lieu fondamental qui représente à la fois le paradis sur terre et le péché originel. Ainsi, le Jardin d'Éden, Amy, décidément, symbolise à la fois la plénitude et la désobéissance. Et plus précisément, en goûtant aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien Adam et Ève perdent leur innocence et le jardin paradisiaque leur est désormais inaccessible. Et donc le jardin d'Éden est donc associé à la nécessité d'une innocence. C'est comme si en fin de compte on essayait de retranscrire émotionnellement, même visuellement, ce paradis perdu. Vous verrez, il y a aussi un autre lien, parce que je donne beaucoup de sources dans mon plan, qui s'appelle le site 1001symbole.net, symbole au pluriel, et on nous dit donc tous ces éléments-là au niveau de la religion. Et j'ai trouvé en fin de compte cette corrélation assez intéressante, surtout en voyant la différence en fait entre la vision de l'homme et du jardin et de la femme et du jardin. C'est assez dingue. On a l'impression vraiment que c'est un côté religieux monothéiste qui s'opère là, émotionnellement en nous, inconsciemment notamment. Voilà, je voulais vraiment vous mettre ça. Et je trouvais aussi qu'il y avait une vision flagrante avec Versailles, parce qu'il y a des jardins à la fois qui sont naturels, et à d'autres endroits, dont, en fin de compte, la nature ne dépasse pas 1 millimètre dans leur structure pour qu'ils poussent. Vous voyez, il y a un côté très cadré, d'un côté à Versailles, et l'autre côté au Petit Trianon, il y a un côté très... Oui, Amy, oui. Très naturel, où justement la nature pousse et la nature reprend ses droits, notamment. Donc Amy est toujours avec moi, bien évidemment, ça ne change pas. Je pense qu'elle va finir l'émission avec nous. Alors je vous ai laissé un lien du site luminescence.org. J'aime beaucoup ce site, il y a énormément de choses et la personne qui a créé ce blog vraiment a fait un énorme travail de fond et de forme sur différents sujets de symbolisme et j'aime beaucoup retranscrire dans mes émissions et mes chroniques notamment, ce site-là, c'est tout comme quand je vous parle d'Héloïse Mozzani, là c'est pareil, j'aime aussi beaucoup utiliser luminescence.org. Et là, elle nous parle donc de Nikki Scully, qui est l'auteur du livre Méditation de l'animal pouvoir, voyage chamanique avec les alliés esprits, aux éditions Très Daniel, qui a été édité en 2002, je crois, avec une édition originale qui a été en 91, comme nous explique le blog. Et voici ce que nous explique le blog concernant le jardin. Ils disent en fait que le jardin est un lieu de réalisation qui devient la plateforme conduisant au niveau suivant ou à l'étape suivante de notre développement personnel. On peut donc profiter de la sérénité de ce jardin pour nous envelopper dans une paix qui nous permet de voir au-delà des limitations de nos espoirs et de nos rêves. Et si vous espérez encore des choses, vous ne serez pas capable de voir le futur en restant dans ce jardin. Tant que votre énergie est concernée par des choses que vous voulez, que vous pensez même pouvoir avoir ou atteindre, vous restez collé comme capté au-delà des champs des possibles. Vous voyez, vous restez bloqué en fin de compte à cette mouvance, à cet univers-là. Vous restez bloqué sur une idée, un ressenti, une envie qui fait que vous pouvez pas faire évoluer en fin de compte vos projets et vos rêves. C'est assez fou parce qu'effectivement, comme le jardin est un énorme symbolisme autour du bien-être notamment, ce qui fait que on passe notre temps à rêver dans un jardin. Mais c'est pas que ça. Et non, ce n'est pas que ça. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que vous pouvez aussi, dans un jardin, découvrir quand même des choses assez énigmatiques. Le fait de rêver dans un jardin, de se laisser porter à la rêverie, ça nous permet de nous laisser porter à nos futurs projets aussi. Ça fait pas ressentir uniquement le rêve au sens large, au sens noble du terme. Ça nous permet effectivement, si vous prenez un petit carnet avec un petit stylo, vous êtes là, vous êtes tranquillou farniente dans votre petit jardin et là, vous pensez, vous réfléchissez à votre devenir, à votre futur. Mais le problème du jardin, c'est que ça nous permet pas de passer à l'action. Ça nous permet juste de rêvasser ou même de prendre du temps à repenser nos pensées.
Vous voyez le truc? Par contre, à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, rester trop longtemps non plus dans un jardin, c'est jamais vraiment bon dans le sens où on ne passe pas forcément à l'action. On est vraiment dans le côté, zen, détendu, etc. Donc, c'est ce que nous fait un petit peu ressentir les explications de ce site, notamment. Et c'est vrai que personnellement, moi, quand je vais dans mon jardin, c'est vraiment pour être dans la rêverie, contempler la nature qui m'entoure, écouter la nature qui m'entoure, et puis être totalement happé par le lieu. Mais en fait, il y a une autre similitude possible, un autre symbolisme possible qui est juste énorme, et forcément, c'est un symbolisme ésotérique et magique, qui retranscrit quand même le jardin comme un lieu hautement magique. Et notamment dans la Kabbale, on parle du jardin de délices. C'est un lieu d'initiation au mystère. Je ne sais pas si vous le saviez. On dit que les orientalistes l'identifient à un endroit situé en Babylonie, dans le district de Kardounias, appelé aussi Gandounou, qui est presque comme le Gaen Eden des Juifs. Donc c'est assez intéressant de découvrir ça. Là aussi, c'est sur le site luminescence.org que j'ai découvert ça, et ça m'a frappé en fait aux yeux, parce que je me suis dit mais alors je comprends pas. Il y a une vision mythologique et puis même religieuse et symbolique et ésotérique qui nous transmet des informations nous disant que le jardin c'est un lieu de rêverie, de repos, et donc en gros farniente. En gros, on rêve et puis c'est tout. Et c'est aussi un lieu hautement magique et spirituel qui nous permet, en fin de compte, de détenir des clés hautement magiques pour pouvoir évoluer et nous transformer. Vous voyez, plus que symboliquement, c'est juste énorme. Donc il faudrait, si ça vous intéresse, il y a plein de retours à ce sujet-là, notamment sur le site luminescence.org. Autour de cet archétype-là concernant le jardin. Donc, c'est quand même intéressant de se dire que le jardin est un lieu magique. C'est pas à moi que vous allez dire que le jardin n'est pas un lieu magique. Ce n'est pas qu'un lieu de repos, c'est aussi un lieu hautement symbolique énergétiquement. Et notamment si on se souvient de la manière dont les Amérindiens créaient leur jardin. Voyez, pour eux, l'élément eau, air, terre, feu avait un sens. Oui, ma pupuce. Et donc, magicalement, tout ça a un sens. Alors, dans un jardin, on peut aussi, suivant le type de plante que vous allez y faire pousser, suivant la manière dont vous allez structurer votre jardin, ça appelle aussi à beaucoup de possibilités, que ce soit de manière naturelles au niveau des plantes, au niveau de leurs bienfaits, au niveau de leurs énergies, au niveau de ce qu'elles sont associées, mais aussi de manière émotionnelle. La manière dont vous allez faire pousser telle plante à tel endroit, à tel moment des phases de la lune, vont aussi vous apporter certains éléments personnels qui pourront vous être propres. Alors pourquoi je parle de tout ça dans cette émission? Parce que là on est en train de parler normalement du petit Trianon et tout ça, mais il y a quand même dans cette émission une énorme partie au niveau du jardin et de son symbolisme. Et je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai fait l'émission autour du jardin de la sorcière. D'ailleurs, petit cadeau au passage, si jamais vous avez raté cette émission, je vais vous le mettre en fichier, en MP3. Si jamais vous avez raté cette émission sur Witches Radio à l'époque, eh bien ce sera une émission complémentaire qui vous permettra effectivement de découvrir le jardin de la sorcière. Ça vous fera un joli complément, je pense, à mon sens, si vous êtes intéressé par le symbolisme du jardin et notamment par la sorcière et son jardin. Mais pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'effectivement, il faut s'intéresser au lieu. Quand on s'intéresse au lieu, on comprend les tenants et les aboutissants émotionnels qui nous happent le cœur. Et donc, si on cherche à avoir la création de son propre jardin, l'expérimenter de manière extérieure, eh bien, il faut être conscient et comprendre certains lieux qui nous entourent et qui nous happent. C'est pour ça que dans ce type d'émission, qui est quand même nouveau pour moi, j'essaie d'associer à la fois l'histoire, mais aussi le symbolisme du lieu, et essayer de faire un pont entre les deux. Savoir pourquoi ce lieu qui est le petit Trianon, le lieu enchanté de Marie-Antoinette, pourquoi elle a en fin de compte été intéressée de nous faire vivre tout ça à travers sa vision. Alors
conscient ou inconscient. Elle avait peut-être pas non plus des clés symboliques et ésotériques à l'époque, mais les gens qui l'entouraient étaient quand même hautement chargés ésotériquement. Hein. On n'oublie pas quand même que la France est un haut lieu ésotérique. Et donc je serais pas étonnée, en fin de compte, si j'ai l'occasion, moi, de me rendre au Petit Trianon notamment, je pense à Roxane notamment, qui connaît bien Versailles, est-ce que, ne serait-ce que visuellement, on peut déjà percevoir des clés ésotériques par la manière dont les bosquets sont positionnés, par la manière dont certaines statues sont positionnées, par la manière dont l'énergie est véhiculée tout autour de ces jardins. Vous voyez, le fait que l'on fasse traverser autant les bassins, qui est de l'eau, autant d'eau, des petits ponts, c'est pareil. Je vous expliquais à quel point les ponts peuvent être symboliques également, avoir une énorme forme symbolique, que ce soit dans les jardins ou ailleurs. Tout ça a un sens en fait, voyez. Et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, le jardin enchanté de Versailles et de Marie-Antoinette pourrait, en fin de compte, nous révéler des choses dont on ne peut pas percevoir si on n'ouvre pas les yeux. De cette manière-là, de cette manière symbolique et initiatique. Et donc, j'aimerais un jour pouvoir, parce que je suis jamais allée moi dans le Petit Trianon, mais j'aimerais un jour pouvoir le faire, ça, ce trajet, d'aller dans ce lieu-là, ce haut lieu magique et enchanteur que Marie-Antoinette a créé à l'époque, et essayer de percevoir l'ambiance. Et d'ailleurs, en 3e chapitre de cette émission, on va finir par le côté paranormal de ce lieu. Mais avant cela, je voulais vraiment que vous attachiez une importance quand vous visitez un lieu, quand vous partez en vacances, de vous atteler émotionnellement à un lieu chargé d'émotions, par exemple, qui vous assaille, qui vous tenaille le cœur. Essayez de vous renseigner également sur pourquoi, en fin de compte, ça vous assaille autant. Et essayez de comprendre aussi pourquoi tel type de plante est associé à tel endroit, ou pourquoi on fait pousser telle chose à tel endroit. Moi, je sais que, personnellement, quand j'ai visité le château de Chenonceau, il y a des jardins tout autour, hein. Il y a le jardin de Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers également, de chaque côté du château. C'est ça qui est dingue. Il y a un côté à gauche, quand on arrive, c'est le jardin de Diane, et le côté droit, c'est le jardin de Catherine de Médicis, et on voit la différence de ces deux personnages énormes quand même pour l'époque de la France. On voit vraiment le côté roseraie, le côté un petit peu fleur bleue de Diane de Poitiers, et on voit le côté un petit peu plus ésotérique, mystique de Catherine de Médicis, puisque forcément elle avait un jardin médicinal qui était donc à droite du château de Chenonceau, et on voit vraiment, ne serait-ce que visuellement, la différence entre ces deux jardins. Enfin, franchement, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Chenonceau, regardez visuellement, comment les deux jardins sont associés. Mettez-vous face au château de Chenonceau et voyez à gauche la retranscription du jardin de Diane, et à droite la retranscription du jardin de Catherine de Médicis. Et vous verrez vraiment, les deux jardins n'ont rien à voir. Ne serait-ce que par leur énergie, leur manière d'être, leur manière dont les plantes sont associées. C'est vraiment assez dingue. Et pourquoi, en fin de compte, j'avais aussi envie de parler de ça cet après-midi et de faire cette émission, c'était pour pouvoir vous partager un petit peu ma vision et ma manière de percevoir les lieux, de ne serait-ce que par le créateur lui-même, en fait. Donc même si aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, les jardins ne sont plus vraiment de la même manière, eh bien un petit peu s'attarder à ce qui pouvait se faire à l'époque et la manière dont ils pouvaient percevoir les choses à l'époque. Et je suis certaine qu'il y a des clés émotionnelles là-dedans. Moi, quand je me balade dans le jardin de Diane et quand je me balade dans le jardin de Catherine, j'ai des frissons. C'est pas du tout la même énergie que je ressens. Et ça, c'est dingue. Je ressens vraiment de la sorcellerie et du mystère dans le jardin de Catherine de Médicis. Alors que quand je me balade vraiment autour du jardin de Diane, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même énergie.
Donc j'ai commencé à faire des recherches autour de ça parce que forcément quand j'ai découvert le château de Chalonceau à l'époque, ça m'avait tellement happé le cœur. Et puis en plus moi j'ai eu l'immense bonheur de faire le château de Chalonceau de deux manières. La manière dite traditionnelle où vous avez le château qui est ouvert au public, etc. Et je l'ai fait aussi de manière ésotérique parce que j'ai pu visiter le château de Chalonceau la nuit, vraiment avec un tout petit comité et avec un guide qui nous a un petit peu raconté l'histoire du lieu. Et je peux vous dire, oh là là, mon Dieu, mais que c'est beau à vivre. Et j'aimerais que, je sais pas si ça existe, il faudrait que je demande à Roxane notamment, mais j'aimerais vraiment savoir s'il y a une possibilité de visiter Versailles la nuit, en fait. Parce que je sens très bien au fond de mon cœur que Versailles la nuit n'est pas le même Versailles que le jour. Et donc c'est ainsi qu'on va achever cette partie autour du symbolisme émotionnel et ésotérique qui entoure le jardin pour s'atteler en chapitre 3 et dernière partie, eh bien, à ce que l'on appelle le paranormal, et oui, le côté mystérieux qui entoure le Petit Trianon, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour des fantômes qui entourent le Petit Trianon. On dit également que, a priori, la reine, donc Marie-Antoinette, continue à passer en fin de compte autour de ces jardins et notamment autour du Petit Trianon, à hanter les lieux, et il n'y a pas qu'elle. Il y a plein d'histoires autour de ça, donc on va découvrir tout ça après la petite pause musicale, les amis. En tout cas, j'espère que cette émission vous plaît. J'ai Amy là qui est toujours là. Je sais pas, ce sera encore là pour l'histoire du paranormal, mais en tout cas, j'espère que voilà, cette émission vous plaît. Comme c'est une grande première pour moi, je sais pas trop comment goupiller tout ce que je ressens autour de ce sujet. C'est à voir, voilà, si ça vous plaît, on verra si on pourra continuer à faire la même chose et pourquoi pas faire quelque chose autour notamment de Chalonceau et aussi surtout du château qui me tenaille le cœur énormément, que j'aime énormément, le château de Chaumont-sur-Loire, que j'aime énormément. Voilà les amis, je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite de l'émission autour du paranormal qui entoure le Petit Trianon et Marie-Antoinette. À tout de suite. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Chapitre 3. Les fantômes du Trianon. Il existe des lieux imprégnés par le passé. Serait-ce le cas à Versailles? Le petit audio que je vais vous faire découvrir d'ici quelques minutes vous explique l'histoire extraordinaire de deux femmes anglaises en 1901 qui ont vécu une aventure des plus mystérieuses qui soient. Puis ensuite, on verra ensemble des éléments concordants ou pas concernant cette histoire, mais surtout je souhaitais aussi m'attarder sur un sujet qui me turlupine depuis quelque temps, je ne vous le cache pas, concernant les fantômes du Trianon et notamment de Versailles. Mais avant que l'on se plonge dans mes suppositions, eh bien je vous invite à découvrir ce petit audio. Un voyage dans le temps, au milieu des fantômes du passé. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Donc on se retrouve pour la suite donc de l'émission. J'espère que ce petit audio vous aura bien plu, mes très chers enchanteurs. Et donc on pourrait en conclure, si on en croit les histoires, suite à cette expérience qui date quand même de 1901, que ces deux femmes, en fin de compte, auraient vu le Versailles de l'époque de Louis XV et non de Louis XVI. Alors je ne sais pas si vous le saviez, il y a de nombreux détails transmis par Charlotte Anne Moberly, appelée Annie Moberly, et Éléonore Frances Jourdain, sous le nom de plume de Frances Lamont, qui offrent, de par leur expérience, des images qui ne peuvent que provenir du règne de Louis XV. Un petit exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a des tas, mais un petit exemple que j'ai voulu relever pour cette émission, il y a un kiosque à musique chinois qui existait à l'époque de Louis XV et qu'elles ont vu quand elles se sont retrouvées dans le passé, à cette période-là, à Versailles, notamment dans les jardins du Petit Trianon. Et donc, oui, c'était bien un kiosque à musique chinois. Et en fait, quand elles ont expliqué ça à l'époque, on les a pas cru, parce que à l'époque de Louis XVI, un kiosque à musique chinois, il n'y en avait pas. Il n'existait pas, ce kiosque à musique. Mais ce que je trouve dingue quand même, c'est qu'on s'est quand même beaucoup moqué d'elle aussi. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que plus de 50 ans après cette expérience de ces deux femmes, donc comme je vous disais, des historiens ont fait des recherches, ils sont allés dans la bibliothèque municipale de Versailles,
et ils ont découvert un certain nombre de fonds d'archives qui étaient utilisés à l'époque, des plans qui présentaient en fin de compte ce fameux pavillon chinois, ce kiosque à musique chinois, qui est exactement conforme à la description qui avait été donnée à cette époque-là par ces femmes-là en fin de compte. Donc vous voyez là, le truc de fou, quand on y pense en fait. Mais la question quand même persiste, à savoir pourquoi on continue de dire que Marie-Antoinette hante les lieux. Mais tout simplement quand ces femmes-là ont retranscrit leur histoire, eh bien elles ont eu des témoignages en fin de compte à l'époque qui leur ont dit que elles hantent les lieux depuis un petit moment. Alors il y a rien de officiel, il n'y a pas eu de dire. Moi je découvre ça sur Wikipédia notamment, qui explique effectivement que elle se renseigne auprès d'une Française qui confirme en fin de compte que des rumeurs courent depuis un bon moment sur la présence du fantôme de Marie-Antoinette à Versailles. Donc, est-ce que c'était Marie-Antoinette? Est-ce que c'était pas Marie-Antoinette? Est-ce qu'elle continue de hanter les lieux? Ça, c'est la question. Voilà, c'est la grosse question que bon nombre de passionnés de paranormal et de Versailles se posent. Est-ce que, alors ce qui est certain, c'est que ces deux femmes ont vu des éléments qui dataient de Louis XV, ça c'est une certitude. Il y a tellement de corroborations autour de Louis XV que c'est sûr que une grande majorité de tout ce qu'elles expliquaient à l'époque ne peuvent être que en corrélation avec Louis XV. Par contre, est-ce que ce fameux spectre de Marie-Antoinette est bien Marie-Antoinette, voyez? Donc c'est ça que voilà, c'est le mystère total. Et seuls ceux, en fin de compte, qui peuvent, eh bien, aller à Versailles régulièrement ou même avoir cette expérience dite paranormale là-bas, pourront peut-être, eh bien, valider les choses. Mais pour vous dire à quel point elles se sont fait huer à l'époque, quoi. Donc beaucoup se sont moqués d'elles et c'est ça que je trouve triste. Que de toute façon, après j'ai envie de vous dire, à l'époque c'était particulier aussi. On pouvait pas dire tout ce qu'on voulait, même si aujourd'hui c'est devenu quand même beaucoup plus ouvert. Il y a encore des gens qui se moquent de d'autres quand ils vivent des expériences aussi dingues que les expériences du paranormal. Donc ça promet quand même du bouillon quand on y pense. Donc si ça vous intéresse, il existe des tas de vidéos sur YouTube qui expliquent point par point ce que les deux femmes ont vu lors de leur retour vers le passé. Et là je pense à Mimi Mireille. Mais vraiment franchement je trouve ça dingue parce qu'en plus ça me rappelle un souvenir que j'ai vécu moi, alors pas bien sûr à Versailles, mais j'ai vécu une sorte de téléportation dans un autre monde. Alors peut-être pas un autre monde parce que j'abuse quand même quand j'ai dit ça. Mais non, en fait je me suis retrouvée dans un autre lieu que dans ma chambre. Et ça m'a tellement chamboulé cette expérience. Je l'ai vécue qu'une seule fois. C'est à l'époque où je vivais à Lyon. J'étais déjà sur Arcadie à l'époque quand ça s'est passé. Et ça m'a tellement chamboulé cette expérience que je ne peux que dire que ça existe en fait, parce que je l'ai vécu. Vous voyez ? Donc voilà, complètement chamboulée par le fait de me retrouver dans un train qui avance à vive allure, où on ressent tout, on voit tout, on entend tout. Enfin, il y a vraiment tous les sens sont en éveil. Alors qu'on sait pertinemment qu'on est dans notre lit, mais d'un seul coup, on se retrouve percuté ailleurs. C'est ça qui est complètement fou. Et donc, l'expérience qu'ont vécue ces deux femmes, je ne peux moi personnellement que y croire, sauf que effectivement, on peut de par le manque d'expérience d'une époque, par exemple, eh bien se tromper en pensant peut-être à tort qu'on est à tel endroit par rapport à telle situation. Et là, quand les fameux historiens ont fait des recherches dans les années 50-60 pour pouvoir essayer de corroborer ce que ces femmes-là ont pu voir lors de cette expérience, et de se dire que tout ce qu'elles ont dit, en fin de compte, avait de vraies similitudes avec l'époque de Louis XV, et ben là, on est choqués. On est plus que choqués, on se dit, mais oh mon Dieu, quoi. Donc vraiment, si vous vous intéressez au Versailles hanté, eh bien, il faut pas hésiter à aller voir tout ce qui se dit autour de ça. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses, à part l'histoire de ces deux femmes-là, il n'y a pas beaucoup de choses autour du Versailles hanté. Alors, en faisant des recherches, parce que j'ai quand même voulu faire dans cette émission des recherches un petit peu plus poussées, et j'ai découvert qu'il existait un livre qui s'appelle Le Versailles hanté, guide à l'usage des chasseurs de fantômes. Alors, quand j'ai lu le résumé du livre, je me suis dit, oh mon Dieu!
Mais oh mon Dieu, ça donne envie de l'avoir, ce livre. Je sais pas si vous le connaissez, je l'ai encore pas acheté, mais quand j'ai lu le résumé du livre, j'ai eu envie. Donc je vais vous lire le résumé du livre et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de me l'acheter. Notamment, quand on s'intéresse au paranormal, on peut être, et puis à Versailles notamment, on peut être que happé par ce livre. Sauf que derrière, j'ai regardé un petit peu les avis de différentes personnes et en fin de compte, il n'a pas un avis très positif par rapport au résumé. Alors c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc je sais pas si Roxane connaît ce livre. En tout cas, je vais vous lire le résumé. Et si vous le connaissez ou si Roxane le connaît et que vous l'avez lu et que vous trouvez que ce livre est vraiment merveilleux, je vais me l'acheter sans hésitation. Mais c'est vrai que les retours qu'on a sur ce livre n'est pas forcément des plus positifs. Alors je suis un petit peu mitigée. Mais par contre, le résumé donne vraiment envie. Et donc voici le résumé de ce livre merveilleux qui a l'air merveilleux. Il y a 2 Versailles. Celui de la lumière, si cher au roi soleil, qui resplendit dans l'astre du jour. Sa splendeur est à portée de regard, sous le cristal des lustres, devant les yeux de marbre des statues, ou même dans la verdure des bosquets et l'eau claire des fontaines. Et puis, il y a un autre Versailles, plus sombre, plus angoissant aussi. Il ne figure dans aucun livre et ne se dévoile qu'à se doter d'une sensibilité pour l'invisible. Il s'agit du Versailles paranormal. Parmi les témoins de phénomènes de hantise figurent donc des gardiens de nuit, des restaurateurs d'art, ou même des femmes de ménage, des guides touristiques ou encore des jardiniers. On trouve aussi de simples touristes qui ne s'attendaient pas du tout à une rencontre spectrale au détour d'un boudoir aux boiseries pastel. Tous ont en commun d'avoir vécu une expérience inoubliable. C'est à une visite inédite de ce Versailles-là que Sylvie Havart nous convie. Au fil des pages, vous découvrirez quelle partie du château a été construite sur un ancien cimetière et son église médiévale. Mais aussi, quelle est la partie la plus hantée du domaine. Vous appréhenderez donc l'héritage ésotérique et alchimique laissé par le roi Soleil et ferez connaissance avec les personnages de la cour qui consultaient voyantes et sorcières. Donc vous voyez, quand on lit le résumé, je peux vous dire qu'on a envie de l'acheter, ce livre. Donc, rien que le relire, j'ai envie de l'acheter, ce livre. C'est pas possible. Et donc, il y aurait donc un cimetière, un ancien cimetière, dans une des parties du château. Ou en tout cas des jardins. Et ça me surprend pas qu'il y aurait donc un ancien cimetière, puisque forcément, au fil de tous ces siècles, il s'est passé tellement de choses sur ces terres, en fin de compte, de Versailles, que forcément il y a des bribes d'énergie, d'esprit qui peuvent continuer à hanter les lieux. Donc je ne suis pas surprise de découvrir ça. J'ai également découvert aussi une information dans le livre que je vous citais tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Donc des informations donc dans ce fameux livre magnifique qui est quand même qui retranscrit bien évidemment le Trianon de Marie-Antoinette, donc au PDF, donc que j'ai découvert sur Gallica BNF, qui explique quand même qu'à l'époque, rendez compte, à l'époque après la Révolution française, on a eu donc à Versailles des personnes en fin de compte qui ont récupéré une partie en fin de compte du petit Trianon et qui en ont fait un lieu pas très sympathique. Au premier abord. Donc je me dis aussi qu'il y a peut-être aussi une corrélation avec ça. Donc là je vais un petit peu plus vous détailler ce que explique le livre, et puis après coup vous ferez votre propre jugement sur le sujet, bien sûr. En fait on nous parle de comment était le petit Trianon après la Révolution française, aux alentours de 1805, donc bien après la Révolution française. Et en fait on se rend compte en lisant ce passage que il y a eu quand même dans le petit Trianon des Français qui sont installés et pas de super bon augure, quoi. Donc je vais vous lire le passage et après coup je vous expliquerai pourquoi je vous lis ce passage dans ce 3e chapitre. Donc ça nous dit ceci: pour empêcher la ruine définitive et assurer quelques entretiens au petit Trianon, le directoire se décide à y appeler des locataires. Notamment un limonadier nommé Langlois s'offre à en faire un lieu de divertissement.
Le pavillon du jardin français est aménagé en café. Un bal public est installé dans le jardin et à la place donc des tyrans, donc on parle du roi et de la reine, le peuple y danse. Quant au petit château, il devient une auberge où des tenanciers avides rançonnent les Russes et les Anglais de passage qui veulent dormir une nuit dans une chambre royale. Donc là, c'est le début, en fin de compte, de ce qu'on appelle chez nous en France, quand on va dormir chez l'habitant, du bed and breakfast, en fait, en gros. Hein. Donc tous ces gens seront congédiés après les visites de Napoléon et de Joséphine en mars 1805. Et dans Trianon restauré, remoblé, redevenu joyeux et plein de fêtes, d'autres femmes et d'autres princesses referont une histoire nouvelle du petit Trianon. Pourquoi je vous lis cet extrait de ce livre, de ce PDF, donc dans le chapitre 3 autour des fantômes et des esprits qui pourraient entourer le petit Trianon. Je me suis posé des questions quand j'ai fait des recherches autour des fantômes supposés de ces lieux. C'est parce qu'en fin de compte, il y a une période après la Révolution où quand ils ont réaménagé un petit peu le lieu du petit Trianon, où justement il y a des gens un petit peu malaisants qui sont installés et qui ont fait de ce lieu des lieux un petit peu malsains. Il y aurait peut-être eu, à proprement parler aussi, des meurtres, des choses comme ça, parce qu'on disait aussi que les jardins étaient mal famés. Donc, il y aurait eu également dans ces lieux, il y a des gens qui seraient morts atrocement également. Donc, ce serait peut-être pas anodin, en fin de compte, qu'on ressente une certaine ambiance, atmosphère, qui puisse encore régner, en fin de compte, dans ces jardins. Et notamment, vous savez, les lieux sont empreints de toute l'énergie qu'ils peuvent y déceler. Et c'est effectivement si pendant un court moment, même oui, on va dire quelques années, il y a eu des gens, pas très sains, qui ont entouré les jardins de Versailles et puis qui sont morts de façon atroce, ce serait pas étonnant en fin de compte de continuer à ressentir peut-être une énergie qui émanerait donc de ces lieux, et notamment près du Belvédère. Donc on va se laisser pour une courte pause musicale, après tous ces petits éléments très sympathiques, n'est-ce pas ? Et je vais vous parler d'une théorie que j'ai. Voilà, une théorie, je voulais laisser ça pour la fin, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Et je voulais donc vous parler d'une théorie que j'ai concernant l'énergie magique autour du jardin, et peut-être qu'effectivement oui, il y a des cimetières et tout ça, ça peut effectivement permettre de vivre des expériences paranormales dans ce lieu, mais je pense qu'il y a également autre chose, et c'est de ça que je vais vous parler après la pause musicale, parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit ça ne peut être que, ça ne peut être pas que ça, mais je pense qu'il peut y avoir des similitudes aussi avec ça. Donc on se laisse pour une petite pause musicale et on se retrouve juste après, les amis. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien, on se retrouve après cette petite pause musicale pour la suite et la fin de cette émission, mes très chers enchanteurs. Et là, je vous ai dit que je souhaitais vous parler d'un sujet qui me porte au cœur. Franchement, je me pose la question par rapport au paranormal qui entoure Versailles. Je vais vous parler donc de la géométrie sacrée. Donc si le jardin est associé à un temple et de manière voulue organisée, pour que de forts chants telluriques s'y intègrent, il n'y a pas étonnant d'y trouver en fin de compte dans ce lieu des similitudes avec le paranormal. Il existe, en fin de compte, peut-être un portail menant à l'autre monde dans lequel nous pourrions peut-être capter des esprits venant de l'au-delà. Et donc j'ai eu cette idée il y a quelques semaines de ça, en réfléchissant au niveau des thématiques que je souhaitais aborder dans cette émission. Il me manquait une sorte de clé, la clé du mystère associée à Versailles, une sorte de clé du mystère que l'on peut retrouver dans tellement de lieux telluriques également. Et puis je me suis souvenue d'une vidéo que j'avais découverte il y a quelques mois de ça déjà, je crois 2-3 mois déjà de ça. Et il y avait un passage dans cette vidéo juste hallucinante et passionnante. Alors déjà toute la vidéo est passionnante, mais alors il y a un passage notamment à 1h35 où le youtubeur en fait qui s'appelle JNR Paranormal, il a fait
une enquête au Château l'Évêque en Dordogne. Et donc à 1h35 de cette vidéo, il était donc avec sa médium, et à 1h35 de cette vidéo, en fin de compte, il nous parle, donc il se retrouve dans le jardin du château qui est hanté, et donc par le biais de cette enquête, il a des retours hallucinants par rapport à tout ça, et donc il nous explique ce qu'est la géométrie sacrée, et que ça pourrait peut-être être une des explications qui permettrait effectivement de comprendre pourquoi il y a autant d'énergie et autant de retours chargés au niveau des esprits. Pourquoi pas? Et donc j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant, et ça m'a fait rappeler à ça en fin de compte quand j'ai voulu travailler autour donc de ce sujet-là que je vous présente là en émission aujourd'hui. Et donc j'ai fait des petites recherches autour de la géométrie sacrée, mais lui, il explique aussi super bien dans sa vidéo. Hein. Et donc vous verrez dans le plan, j'ai également forcément transmis tout un tas de liens, et notamment le lien donc de ce site qui s'appelle ancora.fr, qui nous explique un petit peu ce qu'est la géométrie sacrée. Donc dans ce site, on nous dit que la géométrie sacrée est omniprésente dans notre quotidien. On la retrouve le plus souvent dans l'architecture, l'art et même la nature, du minuscule atome jusqu'aux plus grandes constructions humaines. Et la géométrie sacrée est celle qui modèle notre monde et qui inspira de nombreux artistes et qui aida même les hommes à dialoguer avec l'univers. Et nous entendons donc beaucoup parler ces derniers temps de la géométrie sacrée. Et aujourd'hui, elle devient accessible à tous, car elle permet d'effectuer un véritable travail de guérison et de reconnexion spirituelle. Donc en fin de compte, il existe différentes branches de la géométrie sacrée. Il y en a une qui permet effectivement une guérison. Alors vous voyez, on parlait du jardin tout à l'heure, qui permet vraiment de guérir émotionnellement quand on s'y promène, quand on s'y repose, mais également ça nous permet de faire une reconnexion intérieure et spirituelle avec un autre monde, une sorte de portail ouvert à l'autre monde. Et quand cette géométrie sacrée est vraiment bien faite et bien sculptée sur un lieu déjà hautement tellurgique, eh bien ça permet d'ouvrir des portes, une sorte de portail vers l'autre monde. Et c'est ça que j'ai trouvé dingue en découvrant ça grâce à la vidéo de GRN notamment, et aussi en faisant des recherches sur la géométrie sacrée, parce que je me suis dit mais punaise, mais c'est que ça devrait être, c'est possible que ce soit ça en fin de compte qui se passe à Versailles. Il y a un fort champ tellurique dans lequel il y a des formes, des symboles de géométrie sacrée naturellement et même organisés et orchestrés autour des jardins du Versailles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, finir l'émission avec ce type de retranscription, en tout cas de possibilités, ça pourrait amener à une autre vision de ces jardins, et notamment de comprendre pourquoi on ressent des choses quand on s'y promène ou quand on vit des choses dites paranormales là-bas. Donc comme je vous disais à 1h35 de cette vidéo, eh bien le youtubeur se trouve dans le jardin du château qui est hanté, et donc il a par le biais donc de cette enquête des retours hallucinants en fait, des trucs de fou concernant un esprit qui entourait ce lieu. Et à un moment donné, donc, il parle de la géométrie sacrée en nous expliquant que la manière dont sont formées certaines parcelles de plantes sur les terrains, en fait, sur le domaine, permettent, aux énergies de créer une sorte de portail énergétique elle-même très utilisée au temps des pharaons et dans beaucoup d'autres civilisations anciennes. Et donc, si on se réfère à la méthodologie utilisée dans la géométrie sacrée, dans un lieu chargé d'énergie, on pourrait effectivement comprendre bien des choses sur le fait qu'il se passe quelque chose peut-être dans le domaine de Versailles, comme je vous disais il y a quelques instants. Donc, bien évidemment, avec ce cimetière ancien existant et le nombre de personnes qui ont perdu la vie pendant la construction, et au fil du temps, pas étonnant aussi de ressentir une certaine atmosphère dans certaines parties de ce domaine. Mais je trouve que c'est une hypothèse, bien évidemment, qui pourrait vraiment être à creuser. Et je trouvais que ça pouvait résonner et peut-être même trouver une des clés nécessaires pour pouvoir comprendre pourquoi on ressent tout ça. Et donc, si on s'intéresse à la géométrie sacrée, nous le voyons bien dans notre propre pratique magique. Nous utilisons par exemple des sigils pour créer des clés et ouvrir des portes, des portails, afin de communiquer avec les différents esprits qui nous entourent, que ce soit des dieux, des déesses ou même toute autre forme d'esprit, que ce soit l'esprit de la nature ou même autre chose. Et je pense, à mon sens, qu'il serait bien donc logique que certains lieux soient déjà de base très chargés telluriquement et qu'ils puissent en fin de compte également devenir des portails ouvrant vers un autre monde. Et comme j'expliquais tout à l'heure, l'eau aussi est un contenant très très intense en matière de porte énergétique. Et donc dans ces jardins-là, comme le Petit Trianon, il y a des bassins, il y a des cours d'eau, ce sont des miroirs qui nous ouvrent la porte vers un autre monde. Donc mixé à tout ça,
je trouve que ça fait vraiment sens en fait. Et je trouvais vraiment que finir l'émission en ayant cet esprit-là en tête pourrait nous permettre d'ouvrir les champs des possibles, tout simplement. Il existe aussi de très nombreuses architectures qui sont inspirées de la géométrie sacrée, comme les églises, les lieux de culte, les temples, les pyramides, d'Égypte. Et donc vous verrez dans son enquête de paranormal, donc de ce jeune youtubeur, je vous ai laissé le lien de cette vidéo. Il nous parle notamment de la figure qui est associée au rectangle d'or. Et en fait, cette géométrie sacrée permet de marquer dans le sol un lieu précis d'espace tellurique qui en fin de compte, parfaitement créé en harmonie dans le lieu, permet d'obtenir un portail et donc faire une ouverture vers un autre monde plus subtil. Et en fait, si c'était vraiment ça qui était question à Versailles, voyez, comme dans plein d'autres endroits de notre monde. Et donc, bien évidemment, en faisant mes petites recherches, je suis même tombée sur un site qui s'appelle rennes-le-château-archive.com qui parle également de géométrie sacrée. Donc, ce qui signifie que la géométrie sacrée se retrouve dans de très nombreux lieux. Et notamment, concernant la géométrie sacrée, voilà ce que dit le site en question. C'est un nombre donc correspondant au partage considéré comme le plus harmonieux et bien d'une grandeur en deux parties inégales. Voilà une définition bien académicienne et pourtant pleine de certitude. Comment mesurer l'harmonie? En fin de compte, la géométrie sacrée, c'est une mesure de l'harmonie pour pouvoir accéder à un autre monde. Donc autant essayer de décréter ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Mais peut-être que la question est mal posée, comme nous dit le site. Si l'on considère comme harmonieux tout ce qui se rapproche de la nature, alors le nombre d'or ou le rectangle d'or porte donc tout son sens. Il est en effet la clé de notre mère nature. Tout ce qui nous entoure s'y rapporte. C'est très beau, j'adore. Les anciens l'ont très vite pressenti, assimilant ce nombre irrationnel à la trace du divin. Les Romains, les Grecs, les Juifs et les Égyptiens notamment étaient donc tous très sensibilisés sur cette même notion. Et donc le nombre d'or associé au rectangle d'or est le symbole de l'harmonie universelle. Le nombre de la création. Les Grecs et les sectes même secrètes des pythagoriciens en avaient fait un symbole d'harmonie universelle, de vie, d'amour et de beauté. Donc, mystérieuse notion, n'est-ce pas, utilisée par les philosophes, les poètes également, les mystiques, les artistes et les géomètres. Qu'est ce nombre d'or et que renferme-t-il donc au niveau de la clé de la connaissance? Vous vous rendez compte que c'est beau? Donc, il faut s'intéresser au nombre d'or, à ses propriétés et à la géométrie sacrée notamment et les concepts qui lui sont associés pour pouvoir un petit peu comprendre aussi au niveau paranormal ce qui peut habiter un lieu. Et je trouve ça dingue. Vraiment. Et dans ce site, bon, il nous parle un petit peu plus de Rennes-le-Château, puisque forcément c'est un site associé à Rennes-le-Château, mais on nous dit que l'énigme, en fin de compte, de Rennes-le-Château nous rappelle, malgré toute l'importance de la géométrie sacrée, son caractère incontournable, car en fin de compte, elle est tout simplement l'une des disciplines qu'il faut savoir maîtriser si l'on veut espérer comprendre et décoder certaines pistes. Et quand j'ai lu ça, en plus de cette vidéo que je vous ai parlé, et en plus, sur ce site, ils mettent les jardins de Versailles. Ça m'a fait tilt. Ouais, ça m'a fait tilt. Parce que, effectivement, toute la partie, le Louis XIV, le jardin à la française, il y a vraiment une géométrie sacrée qui est intense. Au niveau de la manière dont les plantations sont faites. C'est vraiment au carré, c'est vraiment au millimètre près. Mais il y a un truc au petit Trianon aussi, de géométrie sacrée qui est certainement présente, qu'on ne décèle pas forcément sur le moment, mais il y a forcément quelque chose. Je le sens au plus profond de mon cœur. Donc ce serait intéressant d'avoir vos retours à ce sujet, parce que vraiment, je pense que c'est l'une des clés, pour moi, pour comprendre un lieu, pourquoi il est habité, pourquoi il est hanté, pourquoi il y a une certaine énergie qui s'en dégage. Il y a forcément un lien avec tout ça. Donc tout ce qui entoure la connaissance autour du nombre d'or a fortement progressé depuis donc l'ancienne Antiquité jusqu'à nos jours, mais nous n'avons donc pas d'idée précise sur l'époque exacte de sa découverte. Et ça aussi, je trouve ça dingue.
Vous voyez, ce que nous explique le site. Et elle daterait probablement du moment où nos ancêtres apprirent à tracer un cercle et à le diviser en différents tronçons égaux. Ce qui est assez important, c'est qu'il faut que ce soit en adéquation, en égalité, pour que tout ça puisse s'opérer. En fait, il faut que ce soit à la fois en égalité, mais en plus, il faut que ce soit répété inlassablement. Et ça me rappelle aussi un truc qu'on fait de répéter inlassablement, suivant certains rites et rituels, pour pouvoir, se protéger, etc., faire des charmes, etc. Il y a aussi ce côté-là où il faut répéter. Par exemple, vous voyez, entourer, par exemple, le cordon d'une certaine manière et toujours au même rythme pour que, en fin de compte, la chose puisse prendre effet. Et pareil, répéter aussi d'une certaine manière, intensément, émotionnellement, certaines phrases, certains mots, au niveau d'une incantation, pareil, répéter inlassablement, au même rythme, à la même distance, à la même hauteur, à la même émotivité pour que les choses opèrent. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça autour de tout ça. Et en fait, il y a un sens lié à tout ça. Et donc sur le site renneschâteau-archive.com, il nous explique en effet que la division par 5 ou même par 10 d'un cercle aboutit irrémédiablement à de nombreuses formes pentagonales ou décagonales. Et donc ça fait apparaître le fameux nombre d'or. Vous vous rendez compte? C'est beau, hein? Et même les premiers textes scientifiques sont malgré tout grecs, même si des figures où se cache le nombre d'or, sont aussi visibles dans l'ancienne Égypte. Donc, les pyramides d'Égypte ont un lien flagrant, bien évidemment, avec la géométrie sacrée. Et en fin de compte, de génération en génération, de siècle en siècle, de peuple en peuple, de génération en génération, en fin de compte, tout le monde a plus ou moins d'un siècle à l'autre voulu retranscrire cette fameuse géométrie sacrée, ce fameux nombre d'or, le nombre de la connaissance et la connaissance cachée qui est donc effectivement ce fameux portail qui nous ouvre à l'autre monde et si ça se trouve même à l'exploration de notre propre nature personnelle. Vous vous rendez compte? Donc voilà quoi. C'est que du bonheur d'apprendre tout ça. Enfin en tout cas, le ressenti que j'en ai, c'est ça. Après, à voir si c'est la vérité vraie. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est ma vision des choses. Et je trouve qu'elle est assez pertinente. Donc, voilà quoi. Donc, je vous laisserai vraiment découvrir ce lien qui est magnifique. On nous montre, les cubes. Le cube qui représente la terre. Le tétraèdre qui représente le feu. L'octaèdre qui représente l'air. L'icosaèdre qui représente l'eau. Le dodécaèdre qui représente le cosmos. Et vous voyez, les 4 éléments plus l'élément de l'éther, ça fait les 4 éléments plus l'éther, donc les 5 éléments. Et ça, c'est dingue, parce que, je sais pas si vous vous souvenez dans l'émission, je vous ai aussi dit qu'effectivement, il y avait aussi 4 sphinx, 4 couples de sphinx, qui eux-mêmes représentaient aussi le symbolisme des 4 éléments et des 4 saisons. Vous voyez le truc de dingue dans le belvédère? Avec ces 4 couples de sphinx féminins. Donc je trouve quand même qu'il y a pas mal, peut-être que certaines personnes vont dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pourquoi elle nous parle de géométrie sacrée alors qu'on est dans le chapitre 3, l'émission autour du paranormal? En fait, pour conclure, pour résumer, pour moi, franchement, je me dis, c'est pas possible si on ressent autant d'énergie environnante dans certains lieux et qu'on soit autant happé par l'énergie justement des hantises, des trucs comme ça, c'est qu'il y a un lien avec la géométrie sacrée. C'est pas possible autrement, voyez. Et au passage, vraiment, allez voir cette vidéo, franchement, elle est magnifique. Moi, j'ai adoré. Elle dure 3 heures, cette vidéo. Et en fait, c'est une enquête que ce jeune youtubeur a menée à Château-l'Évêque en Dordogne avec donc sa médium. Et il se passe des trucs de malade. Et on voit visuellement, on entend, il se passe des choses de dingue dans ce château et autour de ce château et autour de ce domaine. Et donc, quand j'ai voulu réfléchir à comment orienter effectivement la partie dite paranormale de Versailles et que j'ai repensé à cette vidéo et que j'ai fait des recherches autour de la géométrie sacrée, je me suis dit non mais c'est clair,
il y a quelque chose en lien avec une sorte de portail tellurique, énergétique, une portail qui nous ouvre vers un autre monde, vers au-delà de cet autre monde. Et c'est pour ça qu'on ressent tout ça. Et donc si on associe ça donc à ces formes et à la géométrie sacrée, eh ben forcément il y a un sens. Vous pensez pas? Peut-être me prendre pour une folle, mais en tout cas moi je pense que c'est une hypothèse qui peut être vraiment mais vraiment probante. Alors j'ai pas lu le livre que je vous ai parlé tout à l'heure, bien évidemment, le livre donc de Sylvie Havart, donc Versailles hanté, guide à l'usage des chasseurs de fantômes, mais peut-être qu'elle va en parler dans ce livre. Donc je pense que je vais le commander. C'est clair. Et donc pour finir cette émission, bien évidemment donc dans le OneDrive, si vous me contactez pour avoir donc le lien donc pour réécouter cette émission dans son entièreté, plus les PDF et tous les cadeaux que je vous mets dans ce lien OneDrive, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Donc contact@radioantasia.fr ou alors alina@radioantasia.fr, et donc vous aurez donc mon plan qui a à peu près une douzaine de pages. Vous aurez également d'autres livres que je vous recommande et que je vous conseille si vous êtes intéressé par l'histoire de Marie-Antoinette et notamment les jardins de Versailles. Il y a quand même pas mal de livres autour de ce sujet également. Bien sûr, vous aurez avec toutes mes petites notes la possibilité d'avoir dans le OneDrive le fameux PDF donc du Trianon de Marie-Antoinette qui explique depuis le début du début comment a été créé le petit Trianon et notamment le jardin de Versailles et Marie-Antoinette autour du petit Trianon. J'ai adoré ce livre, il fait plus de 400 pages, j'ai adoré. Vous verrez, j'ai surligné plein de passages dans ce bouquin. C'est un livre qui est gratuit, qui se trouve sur Gallica BNF, donc n'hésitez pas à aller faire des tours sur ce site-là parce qu'il y a plein de belles pépites gratuites où vous pouvez vraiment vivre, découvrir plein de belles choses autour du passé, et notamment en France, mais pas que, mais aussi en Europe. Voilà mes très chers enchanteurs, bien évidemment cette émission sera en rediffusion mercredi prochain entre 16h et 18h, mais par contre elle ne sera pas en vidéo replay sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Pourquoi? Parce que voilà, ce sont de petites émissions bonus que je vous propose autour des contes, mais pas que. Vous voyez là, par exemple, on parle du jardin enchanté de Marie-Antoinette. Il y aura plein d'autres sujets comme ça que je vous offrirai au fil donc de cette saison et pour les prochaines saisons. Et si ça vous intéresse, c'est qu'on ouvre justement le champ des possibles de certains lieux magiques, notamment de cette manière-là, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une grande première pour moi de faire ce genre de choses. J'ai encore jamais fait ce genre d'émission, et donc peut-être qu'on pourra, je sais pas, parler de sujets un petit peu plus orientés, je sais pas, peut-être plus sur le paranormal par exemple, pourquoi pas, à voir. Mais moi ce que j'aime en fait quand je visite un lieu, en tout cas quand je pars en vacances, ce que j'aime c'est de savoir en fin de compte où je vais aller, et je me connecte émotionnellement et spirituellement à des endroits avant de m'y rendre, et j'essaye en fin de compte de faire tout un cheminement, que ce soit dans vous voyez par exemple, je sais pas, quand je fais des voyages, j'aime bien savoir à l'avance où est-ce que je vais aller, me renseigner un petit peu sur le lieu, mais pas trop, pour pas être trop happé par ce que l'on y raconte. Et une fois que je suis sur place, eh bien je m'y connecte émotionnellement, et j'adore faire ça. Et après coup, dans mon journal, eh bien j'explique un petit peu ce que j'ai vécu, le ressenti que j'y ai eu. Et j'aime notamment quand je voyage à l'étranger, aller dans des lieux hantés. C'est mon grand kiff, comme vous le savez depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs je fais pas ça qu'à l'étranger, je vais aussi faire ça en France. Et un jour j'espère pouvoir aller dans le château dit le plus hanté de France, comme vous le savez, mais je l'ai encore pas fait. Donc ce serait vraiment à faire. Donc c'est vrai que c'est en réflexion pour ma part. Voilà mes très chers enchanteurs pour cette émission enchanteresse autour du lieu enchanté de Marie-Antoinette qui est le petit Trianon. Peut-être qu'on aura une autre série d'émissions autour de Versailles, pourquoi pas. Et j'espère vraiment, quand je vais acheter ce bouquin, si je trouve des choses très pertinentes, et puis si, là je lance un appel à Versailles, je lance un appel à Roxane de Versailles, s'il est intéressé, qu'on fasse une émission en duo, elle et moi, pourquoi pas, autour justement des fantômes qui entourent Versailles, et surtout tout ce qui se dit autour de ce lieu hanté et chargé énergétiquement. Voilà, je vous embrasse bien fort mes très chers enchanteurs. En tout cas,
J'espère que cette émission vous aura plu, que tout ce que je vous aurai transmis dans cette émission vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end magique et enchanteur.